Alors, Patrick, qu'est-ce que tu Ah, tu sais, j'ai Hmm. travaillé un sujet cette semaine que je ne connaissais pas du tout. Parce Hmm. que nous sommes en plein mois d'août, hein. Ouais. Donc c'est le mois des vacances. J'ai essayé de savoir quelle était l'origine du tourisme. Ouais. Quand est né le tourisme dans l'histoire de l'humanité. Alors, je ne connaissais pas du tout le sujet, hein. Alors je me suis intéressé à plusieurs sources. Alors bon, ce qui approcherait un peu du tourisme, tout en n'étant pas du tourisme, c'est sous l'Antiquité, hein. Hmm. Sous les, sous l'Empire grec et l'Empire romain. Tu avais les privilégiés, l'élite, Hmm. ou alors de riches, très riches commerçants qui faisaient du tourisme à l'époque, hein. À Hmm. l'époque de l'Empire romain ou de l'Empire grec, quand l'Empire était à son apogée, qu'il était sécurisé avec des grandes routes qui avaient été construites, hein. Alors j'ai pris des notes parce que ça m'a surpris. Hmm. Après, on va venir à notre époque. Alors, sous la Rome antique, il y avait les bains et les stations thermales pour les riches, hein. Hmm. Tu avais aussi des riches qui avaient des résidences secondaires sur la côte. Et tu avais des voyages en Grèce pour admirer les temples et les statues, les bibliothèques. Ça, c'était l'élite et les riches marchands sous la Rome antique qui faisaient un peu du tourisme. Et sous la Grèce antique, tu avais les jeunes aristocrates qui faisaient des voyages pour parfaire leur éducation à Athènes, comment c'était la cité où il y avait les Jeux Olympiques, à Olympique tout simplement, hein. Ou alors Olympie, alors, je sais pas. assister aux JO. Voilà. Donc là, sous l'Antiquité, Hmm. tu as eu quelque chose qui pourrait euh, approcher du tourisme. Et pendant 2000 ans, parce qu'après évidemment l'Empire grec et l'Empire romain se sont effondrés, parce que les empires s'effondrent toujours un jour, hein, et il n'y en a aucun qui s'est effondré qui a retrouvé sa puissance, hein, jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. Et pendant 2000 ans, Fredo, le tourisme a quasiment disparu. On n'a plus parlé de tourisme. Et c'est revenu, là aussi c'est quelque chose qui approche le tourisme, c'est revenu par la riche aristocratie anglaise. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait une pratique chez les jeunes aristocrates anglais, et ça a été rejoint ensuite par l'aristocratie européenne, de faire ce qu'on appelle le grand tour. Alors je t'explique. Un jeune aristocrate anglais, quand il avait fini ses études, avant de travailler, de se marier, il faisait pendant au moins un an, voire plus, un grand tour d'Europe, de tous les beaux endroits à visiter, les centres de pouvoir, les centres culturels. Il allait à Paris, il allait à Genève, Amsterdam, évidemment l'Italie, hein, Florence, Venise, Rome. Ça lui permettait d'étoffer son réseau, ses relations, parce qu'évidemment il fréquentait lors de ce grand tour toute l'aristocratie européenne. Voilà, ça l'enrichissait intellectuellement, voilà, et c'était pour faire un peu ses humanités. Voilà, mais ça concernait que quelques personnes, hein. Voilà. Et après, toujours en Angleterre, il y a eu, évidemment, là, on s'approche de plus en plus du tourisme, évidemment, ce qu'on a appelé les bains de mer. Alors, ça concernait, là aussi, que l'aristocratie anglaise, l'aristocratie anglaise, que les riches, hein. Ils faisaient, à l'époque, des bains de mer, sur la côte, soit sur la côte anglaise, mais plus sûrement sur la côte française. Alors, ces bains de mer, alors c'est incroyable, pourquoi faisaient-ils ces bains de mer? C'était uniquement par but médical et thérapeutique, hein. C'était très encadré au niveau médical et thérapeutique. Alors c'était soit pour soigner des blessures faites par des animaux, ou des maladies de peau, des eczémas, ou gérer le stress, gérer les dépressions. Enfin, c'était bon pour quasiment presque tout. Ah oui, pour accélérer aussi les défenses immunitaires. Enfin bon, ça avait quantité de vertus. Donc les riches aristocrates allaient sur la côte faire des bains de mer. Mais à l'époque, les bains de mer, c'était très encadré. Parce qu'il faut, avant de revenir aux bains de mer, j'ai oublié de te dire une chose, essentielle. Avant le 19e siècle, sur les côtes, il n'y avait personne. Personne ne se baignait, personne n'habitait au bord de la mer. Car à l'époque, la mer était considérée comme dangereuse. C'était quelque chose de dangereux. On en avait peur. Il y avait eu tous les naufrages marins aussi, hein. Donc, tu serais venu avant le 19e siècle en France, sur les côtes, il n'y avait personne. Il y avait des ports de pêche, des ports marchands, mais en dehors de ça, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'habitation. Les villages étaient en retrait, à 100 mètres des côtes. Il n'y avait personne. Et en plus, à l'époque, il n'y avait quasiment personne ne savait nager en France avant le 19e siècle, hein. La France était essentiellement paysanne. Les paysans avaient une vie très rude, très dure. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait pas de piscine. Ils ne savaient pas nager. Les Français ne savaient pas nager.
avant le 19e siècle. Hein. Voilà. Donc je reviens aux bains de mer. Les bains de mer qui étaient préconisés par l'aristocratie anglaise, c'était très encadré. D'abord, il faut savoir, bon, je t'ai dit à l'instant quelle maladie était concernée par ces bains de mer, soi-disant. Alors, il faut savoir que les femmes comme les hommes ne se déshabillaient pas sur la plage. C'était impensable à l'époque. Il y avait des cabines de plage mobiles. Il y a des photos qui existent. Des cabines de plage mobiles traînées par un cheval. Et ces cabines, le cheval les amenait au bord de l'eau. Et ensuite, les femmes, et comme les hommes, il y avait des cabines pour les hommes, pour les femmes, se déshabillaient dans ces cabines. Mais attention, les femmes, à l'époque, elles n'étaient pas comme maintenant. Hein. C'était pas des petits maillots en deux parties. Hein. C'était pas du monokini, quoi. Voilà, c'était pas Brigitte Bardot. Hein, si tu veux. Les femmes étaient habillées de la tête aux pieds. Elles avaient les fameux 6 couches de vêtements sur elles, de la tête aux pieds. Donc elles se baignaient avec qu'on pourrait appeler une jupe de bain. Une jupe de bain. Mais à l'époque, les aristocrates ne savaient pas nager. Donc il y avait ce qu'on pourrait appeler un baigneur, un maître nageur, un baigneur qui délimitait l'espace de bain avec un cordage. Il mettait un cordage au bord de l'eau, mais c'était vraiment toujours à une surface où on avait pied. Hein. Il mettait un cordage et bien souvent le baigneur portait les femmes hein, et hop, les baignait. Baigner leurs pieds, baigner leurs jambes, baigner leur corps, hop, les relever, baigner, voilà. C'était très très encadré, hein, très très encadré. Alors évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que ça a pris de l'ampleur, ces bains de mer. Les gens qui allaient se soigner étaient accompagnés par leur famille, il fallait bien les loger et les nourrir. Comme c'était des gens riches, il s'est construit le long des côtes françaises notamment, hein, je pense à Dieppe, je pense à Deauville, à Saint-Malo, à Biarritz et bien d'autres encore. Il s'est construit des hôtels et des restaurants, évidemment, pour loger ces gens très riches, qui faisaient des bains de mer. Hein. Et il s'est même construit avec l'arrivée avec la révolution industrielle et l'arrivée du chemin de fer, qui mettait par exemple Deauville et Dieppe à quelques heures de Paris, il est arrivé le chemin de fer. Et le chemin de fer a développé les bains de mer, a développé le tourisme. Hein. Voilà. Et en plus des hôtels et restaurants, c'est construit des casinos aussi, hein, pour occuper toute cette aristocratie anglaise qui était très riche. Hein, parce qu'on ne passait pas toute la journée dans l'eau hein, quand même, hein, à faire les bains de mer. Voilà. Et petit à petit, avec les décennies, avec l'arrivée du chemin de fer, se sont développés la mode des bains de mer sur les côtes. Hein. Voilà. Ça s'est développé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, ça s'est développé tout au long du 19e siècle. Et puis petit à petit, oui c'est ça que je voulais dire, petit à petit, il y a eu de moins en moins de thermalisme et de plus en plus de tourisme et de détente. Hein. Bon, il y a toujours eu du thermalisme, mais de moins en moins avec les décennies, et les gens y allaient de plus en plus pour se détendre, pour faire du tourisme pur. Voilà. Mais ça concernait qu'une riche aristocratie anglaise, et ensuite rejointe par l'aristocratie européenne. Alors Deauville a été popularisé par le duc de Morny, qui a fait les plans de tous les hôtels de Deauville, de la station balnéaire. Le duc de Morny, les demi-frères de Napoléon III. Napoléon III a popularisé Biarritz, où il partait en villégiature en vacances, et la reine Victoria en Angleterre a popularisé la Côte d'Azur. Hein. Elle partait de plusieurs mois par an en villégiature sur la Côte d'Azur. Voilà. Et puis il est arrivé le XXe siècle et le Front populaire dans les années 30, la lutte sociale menée par les ouvriers, qui ont obtenu en 1936 2 semaines de congés payés. C'est ainsi que beaucoup de gens ont découvert la mer. Beaucoup de gens n'avaient jamais vu la mer, et grâce à leurs 2 semaines de congés payés et à leurs durs combats syndicaux politiques, ils ont pu voir la mer. Voilà. Après, il y a eu évidemment la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les 30 Glorieuses, et là évidemment, avec l'avènement des classes moyennes, qui ont pu s'offrir leur logement, un pavillon, des vacances, une voiture, le tourisme de masse s'est développé. En 1956, il y a eu la 3e semaine de congés payés. En 1969, la 4e semaine de congés payés. Et en 1982, la 5e semaine de congés payés qu'actuellement on voudrait nous retirer. Hein, voilà. Donc le tourisme s'est développé pour en arriver à un tourisme de masse qu'on connaît à l'heure actuelle avec tous les travers, ce qu'on appelle le surtourisme. Hein.
Je voyais un reportage cette semaine sur la vieille ville d'Annecy qui est sublime, ce qu'on appelle la Petite Venise, mais c'est archi blindé l'été. Les gens n'en peuvent plus, ils mettent des panneaux dehors les touristes. Je suis allé à Venise il y a quelques années, c'est pareil. On se faisait insulter par les Vénitiens. Hein. Ils ne pouvaient plus circuler, ils n'en pouvaient plus les Vénitiens de toute cette masse de population qui débarquait dans leur ville. Hein. C'est pareil à Barcelone, il y a les gens n'en peuvent plus de ce tourisme. Ils se déplacent avec des pistolets à eau pour inonder les touristes. Parce qu'ils ne peuvent plus circuler. Et aussi les prix de l'immobilier. Hein. Il y a beaucoup de maisons, d'appartements qui sont achetés pour uniquement les vacances. Hein. Uniquement se loger 2 mois en vacances l'été, ou alors des logements Airbnb. Les gens du coin ne peuvent plus se loger. Voilà. Voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. On est de plus en plus dans le surtourisme. Voilà. Voilà l'histoire un peu, l'histoire chaos d'épidémie, de tout ce que tu veux, hein, de choléra, de variole. Donc le tourisme aime la paix et la prospérité. Donc voilà. Mais bon, c'est pas une obligation de partir en vacances, bien sûr, mais pour les gens qui ont soit un travail stressant, soit qui habitent dans les grandes villes, ça fait quand même du bien de s'oxygéner, hein, de changer de cadre. Voilà, si on peut se le permettre. Hein. Voilà, c'était ma petite vidéo de la semaine sur l'histoire du tourisme. Mais j'ai particulièrement été étonné par le grand tour des aristocrates anglais, parce que je trouve que faut pouvoir se le permettre, mais c'est très intelligent de permettre à des jeunes gens de découvrir le monde, de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'étoffer leur réseau aussi pour les aristocrates anglais. Je trouve que, avant on disait les voyages forment la jeunesse, voilà. Donc je trouve que ça permettait une belle ouverture d'esprit aux jeunes aristocrates anglais de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de penser, de fonctionner, voilà. Le grand tour. Et d'ailleurs le grand tour c'était un mot français et en anglais c'est devenu tourisme. L'origine du tourisme c'est un mot français, le grand tour. Mais donc c'est un mot d'origine, une reprise anglaise d'un mot français. Ouais, d'une expression, le grand tour. Ah ouais. Là, moi je me disais que c'était un mot français de d'origine quoi. Les Anglais l'ont repris et on l'a récupéré de leurs paroles. Merci pour avoir enrichi ma connaissance sur ce sujet. Hein. Bah oui. Ah oui, puis j'avais oublié évidemment, après-guerre, les colonies de vacances. Hein, parce que moi j'en ai profité des colonies de vacances. Hein. Moi j'étais d'une famille pauvre, mon papa était ouvrier à la RATP, il réparait les bus, ma mère ne travaillait pas. Heureusement qu'il y avait les colonies de vacances de la RATP, voilà. Et grâce aux colonies de vacances, j'ai pu découvrir des tas de régions françaises. À l'époque, le budget était limité, on partait pas au bout du monde. Hein. On partait en France, on partait dans le Lot, on partait dans la Corrèze, en Dordogne, c'était magnifique, des coins magnifiques, et on partait dans les Landes. Donc les colonies de vacances ont permis à beaucoup d'enfants de pauvres, de classe ouvrière, laborieuse, de voyager. Voilà. Tu n'es pas allé vers Marseille en colonie de vacances? Ah non, je suis jamais allé à Marseille. Non, on n'allait pas. On descendait dans la Drôme. Plusieurs fois, je suis allé à Die, là. Vercors, qui est une région magnifique, mais la France est très belle. Il y a beaucoup de régions très très belles partout en France. Voilà. Donc, tu sais, les camps de camping dans les années 50 ou 60, c'est pas les camps de camping actuellement. Hein. C'était très rudimentaire. Hein. Il n'y avait pas toutes les animations, le confort qu'il y a maintenant dans les terrains de camping. Tu avais un tuyau pour te laver, non? Ah bah oui, il y avait des sanitaires pour tout le monde, c'était rudimentaire. C'était très très rudimentaire. Hein, les terrains de camping, les campings dans les années 50 ou 60, il y avait une bonne ambiance. Hein. Il y avait une bonne ambiance, les gens rigolaient bien entre eux. Hein. Il y avait une bonne ambiance, mais bon, c'était quand même rudimentaire par rapport à tout ce que les campings proposent maintenant, notamment comme animation pour les enfants, comme animation autour de la piscine. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses, de jeux, voilà, qu'il n'y avait pas. Il y avait sûrement la poste de radio alors? Ah oui, bah à l'époque, la radio, bien sûr. Parce que je ne vois pas dire la télé à ce moment-là. Non, c'était là. Non, 50-60, c'était essentiellement la radio. Mais la radio, maintenant, moi, plus personne ne l'écoute autour de moi. Mais à l'époque, tu avais des radios comme Radio Luxembourg, hein, ou à l'époque, Europe numéro 1, par exemple. C'était très écouté. Hein. Ouais, tu avais Justin Jeunesse, notamment, avec les jeux de 1000 francs. Oui, c'est sûr, ça, oui, bien sûr. Voilà, donc, voilà.
Voilà, pour ceux qui sont en vacances, hein, on pense à vous. Ouais. Bah, qu'ils en Pour les profitent touristes. bien. Ouais, ouais. Qu'ils en profitent bien. Hein. Parce qu'après au retour, ce sera plus dur. Bah oui. Profiter de vos vacances. Oui, tout à fait. Parce qu'après l'atterrissage sera un peu plus difficile. Ah ouais, ils auront la gueule de bois au mois de septembre. Hein. Ouais, ouais. Ça c'est sûr et certain. Hein. Et le 10 septembre sera le début de la fin. Espérons que les gens bougent. Hein. Faut espérer, c'est pas sûr, mais pas sûr du tout. Mais il faudrait qu'ils bougent hein, parce que on va se faire tout à poil. Hein. Déjà qu'il ne reste plus grand chose. Ouais, ouais. Merci encore. Hein. Merci Fredo. Merci.